Vous êtes sur El Mararabia. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Merci pour votre fidélité. En fin d'émission, vous aurez le plaisir de retrouver mon ami confrère Jamaldine Benchenouf pour l'édito. Juste derrière un autre ami confrère, c'est Jamaldine Taleb pour El Umq. Et puis notre artiste, animateur de la chaîne, vedette, Lotfi Double Canon qui vous accueille avec des images inédites et qui vous ouvre bien évidemment l'antenne pour vous exprimer sur l'actualité du jour, mais pas que, ce qui vous passe bien sûr par l'esprit et ce que vous avez sur le cœur. Des intérêts total pour les Algériens et les Algériennes actuellement, en tout cas, c'est cette élection présidentielle où le pouvoir et les médias mettent un certain nombre de moyens, le paquet autour d'Abdelmadjid Tebboune actuellement, qui d'ailleurs n'a pas encore officiellement annoncé sa candidature. Et puis il y a aussi un désintérêt pour cette revue El Djish, mais une revue El Djish qui sort tous les mois et qui est aussi placardée dans tous les médias. On en parle ce soir, une revue qui fait de plus en plus de la politique. Ça, c'est une question qui se pose, qui va totalement à l'inverse de ce que dit la Constitution. L'armée doit rester à l'armée totalement indépendante, mais c'est aujourd'hui donc une revue de par notamment son chef d'état-major, Saïd Chenglehak, qui s'immisce et qui fait énormément de polémique, oui, on en parle ce soir, mais qui fait énormément de politique et qui revient constamment maintenant depuis plusieurs années, plusieurs mois et de plus en plus avant cette échéance, notamment sur les annonces, les réalisations d'Abdelmadjid Tebboune. On en parle donc ce soir, la place de la revue El Djish dans la politique algérienne. Et puis peut-être une revue qui devrait actuellement se faire de plus en plus discrète, avoir de plus en plus d'indépendance et de neutralité, puisque vous le savez, donc ce sont les élections qui arrivent en Algérie présidentielle le 7 septembre. D'autres candidats se sont donc officiellement annoncés. Zoubida Assoul, Youssef Aouchiche, Madame Narza, on en parle encore ce soir. Donc pourquoi est-ce que la revue El Djish en fait autant autour d'Abdelmadjid Tebboune, une revue aussi qui revient énormément, encore une fois, sur ces menaces extérieures, cet ennemi extérieur, notamment les réseaux sociaux. On se posera cette question. Est-ce que tout ce qui n'est pas contrôlé par le pouvoir est qualifié notamment d'ennemi extérieur? Et puis l'autosuffisance, vous l'avez juste en fond d'écran derrière ce plateau, une revue El Djish qui nous parle d'autosuffisance, qui parle aussi énormément de moyens, d'investissement, d'indépendance, de souveraineté, de place aussi à la jeunesse. Il y a lieu de citer également, en parlant du président algérien, l'encouragement et la facilitation des investissements en Algérie en accordant un intérêt particulier aux jeunes, quand on voit qu'aujourd'hui, les jeunes, malheureusement, sont de plus en plus amenés à quitter le pays. Pour en parler, le plaisir de l'accueillir en direct de Washington, il est avec nous. Hamid Lellou, bonsoir. Bonsoir, c'est Chaban et merci pour l'invitation. Toujours un plaisir d'être parmi vous. Merci d'être avec nous. Ingénieur en économie, il est avec nous, analyste politique. Lies Djebaili, bonsoir. Plaisir de vous recevoir aussi. Bonsoir, Jamel, merci pour ton invitation et mes salutations à notre ami Hamid et toute l'équipe d'El Mararabia et tous nos amis qui nous suivent de près et de loin. Merci encore pour l'invitation. Merci à tous les deux. Hamid Lellou, je vais commencer par vous. On va se poser d'abord cette question assez basique. Tout de même, une Algérie qui est en train de vivre et qui va vivre normalement de plus en plus une période de plus en plus dynamique, effervescente. En tout cas, c'est ce qu'on peut voir dans certains pays. Dans le cadre de ces élections, alors même si on ressent tout de même un désintérêt pour ces élections auprès du peuple, mais c'est une période importante. Voilà ce que dit la revue. Juste pour vous citer une petite partie et vous poser la question de cette armée dans la politique. Nous œuvrons au sein de l'ANP sous la conduite du président, donc à conférer à l'Algérie la puissance à même de préserver le droit de son peuple à vivre dignement dans l'indépendance et la souveraineté. Une revue aussi qui évoque bien évidemment le président de la République a accordé une grande importance au volet économique et au développement, notamment du secteur agricole, qui a enregistré cette année de résultats très positifs et en ce sens que tous les indicateurs montrent que notre pays est sur la bonne voie pour atteindre l'autosuffisance et renforcer notre sécurité alimentaire. Avant d'évoquer cette autosuffisance,
la revue Al-Jish qui est entrée encore, qui continue sa campagne autour du président algérien Hamid El-Lou. Oui, l'Algérie, tout va bien. C'est Ma'toub, Allah yarhamou, qui disait ça. Vous savez, désintérêt de la population ou le désintérêt des Algériens n'est pas une bonne chose. Ça, c'est une date importante parce que c'est une date qu'on n'a pas envie qu'elle se transforme en fête pour ce régime et ses acolytes. Le désintérêt de la population, c'est de l'abstention. L'abstention en politique, c'est la politique de la chaise vide et ça n'en rapporte rien. Si vous ne faites pas un boycott actif organisé, eh ben, les résultats seront négatifs. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. La revue qui fait des éloges des non-réalisations de Tebboune, qui d'ailleurs n'est qu'un élément parmi tant d'autres qui font partie du système, ce n'est rien de nouveau. Ils parlent, ils disent des choses. Moi, j'ai même envie de dire arrêtons de les écouter parce qu'ils disent rien, c'est de la coquille vide. Et il faut surtout penser à ce qu'on doit faire, comment contrecarrer ces attaques, parce que ça fait partie des attaques de ce système politique, système mafieux d'ailleurs, contre la population algérienne, avec des mensonges, parce que certains d'entre vos invités me l'ont déjà signalé, mais je le répète quand même, montrez-moi ces réalisations concrètes, montrez-moi les écoles qui ont été construites depuis 5 ans et finies, réceptionnées ces derniers mois. Montrez-moi des bouts de goudron qui ont été faits. Montrez-moi les usines qui ont été construites. Montrez-moi les marchandises qui ont été exportées. Montrez-moi cette récolte de blé dont il parle. On veut voir du réel, du vrai, pas des chiffres qui montent de toutes pièces, des chiffres astronomiques. On va essayer d'apporter quelques éléments de réponse sur ce qu'importe, exporte aussi l'Algérie, mais peut-être dans encore 2 minutes avec vous, Hamid El-Lou, peut-être essayer si on prend un peu de profondeur, quel est son rôle dans cette situation-là, où peut-être que cette revue, à ce moment-là, elle devrait prendre du retrait, de l'écart, même ne plus citer la personne du président actuel au nom d'Abdelmadjid Tebboune, puisque c'est les élections, il est peut-être certainement candidat, il y a d'autres candidats. Est-ce que tout ça, c'est vraiment monté sur mesure, c'est calculé? D'ailleurs, c'est le titre de l'émission. Est-ce que la revue Al-Jish est vraiment en campagne déjà dans cette relation? Quelle analyse vous faites? Théoriquement, la revue d'Al-Jish ne devrait pas se positionner par rapport à un candidat ou à un autre. Même au président qu'ils appellent le chef des armées. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas envie de vous contredire, de dire nous avons un système politique civil et passer le clair de votre temps à utiliser et les ressources et les moyens de communication militaire en faveur d'un candidat ou même en faveur de votre propre président. Ce n'est pas leur travail. Le travail de la revue Al-Jish, c'est peut-être de dire merci au président d'avoir fait des réalisations et ça s'arrête là. Le reste de leur travail, c'est d'exposer et de montrer au peuple algérien et montrer à leurs auditeurs qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Ils peuvent parler des exercices militaires, ils peuvent parler de la présence militaire, de la préparation, comment est-ce que l'armée peut aider la population, comment l'armée elle peut aussi aider les pays voisins, etc., etc. Donc, concentrer sur la mission militaire, même des missions civiles militaires, hein, ça existe, des missions civiles militaires. Mais de là à parler de la politique de tous les jours et à soutenir un candidat ouvertement, non, ça ne va pas dans le sens. Par contre, souvenons-nous qu'il y a quelque temps, quand il y a eu l'avancement de la date des élections, un des commentaires de Tebboune et ses acolytes, c'était « Ah, nous avons pris à contre-pied tous les analystes, personne ne s'attendait à cette déclaration. » À savoir, est-ce qu'ils sont en train de faire dans l'intox
et de bourrer les crânes des gens. Et à la dernière minute, ils vont nous sortir une information inattendue. Allez savoir. Yes, Djebaili, avec nous ce soir. Vous allez vous aussi nous apporter quelques éléments, notamment autour des imports, de l'export, s'il y en a, hors hydrocarbures. Mais d'abord, voilà, sur cette première question, est-ce que certainement calculé peut-être là vraiment de plus en plus la revue Al-Jich qui fait de la politique, qui fait des annonces, encore une fois, effectivement, on parle d'investissement, de développement, mais sans donner des éléments. Est-ce que derrière ça sous-entend quelque chose? Ça veut dire que l'armée est derrière le président en place actuel. Ça sous-entend aussi des choses par rapport à cette période du 7 septembre qui arrive à grands pas, sachant qu'il y a aussi d'autres candidats, il y a aussi des partis politiques qui ne se sont pas encore positionnés. Comment vous analysez un peu cette position de la revue Al-Jich, donc de son chef d'état-major, de fait? En fait, c'est clair et net, hein, comme l'eau de roche, comme on dit. Non seulement la revue Al-Jich, l'institution militaire et l'état-major algérien au service de M. Tebboune pour briguer un deuxième mandat. Je dirais au service et en appui, en soutien et en renforçant sa candidature pour briguer un deuxième mandat. Ce qui est un peu ubuesque dans cette affaire, c'est que le concerné lui-même, c'est-à-dire le président sortant, en l'occurrence M. Tebboune, qui n'a pas encore annoncé de façon claire, de façon nette, il n'a pas adressé un message à la nation, au peuple, comme quoi il va briguer un deuxième mandat. On voit ce décor, c'est-à-dire l'institution militaire, elle est en train de lui préparer, de l'aider, de renforcer sa candidature, de renforcer aussi sa posture pour un second mandat, en essayant un petit peu de parler sur les projets structurants durant le premier mandat. Quel est le projet structurant, comme il l'a dit très, très justement Hamid, quel est le projet structurant? On voit très bien que toute l'institution militaire, elle est derrière lui, et tous et toutes celles et ceux qui souhaiteraient se lancer dans la campagne présidentielle, c'est une peine perdue. Il faut qu'ils voient, il faut qu'ils ouvrent les yeux que l'institution militaire a déjà choisi ou a choisi son candidat, en l'occurrence M. Tebboune, pour un deuxième mandat, pour faire repartir l'Algérie pour un mandat de 5 ans encore. Donc, on n'a pas besoin, je veux dire, d'analyser en profondeur et d'être beaucoup plus précis sur les mots. L'image sont nettes. La revue Al-Jich, elle carbure à 300-400%. J'ai lu un petit peu, pas succinctement, mais ce que la revue Al-Jich, elle sort de son rôle. Son rôle, c'est parler un petit peu des réalisations militaires, le génie militaire, les exercices militaires, les partenariats militaires, la façon de voir comment cette armée, il faut la moderniser. C'est ça ce qu'on attend d'une armée. Moi, ce que j'attends en tant que citoyen algérien, comment moderniser l'armée du peuple. Maintenant, il joue sur une sémantique qui est vraiment la sémantique, que la cohésion existe entre le peuple et l'armée. Mais moi, je dis à tout l'état-major que je respecte, je veux dire, Hamid, vous et moi et tout le peuple algérien respecte son armée. Mais je dis que la cohésion entre le peuple et l'armée nationale populaire, elle est forte. Elle existe depuis l'armée de libération nationale. Maintenant, il instrumentalise malheureusement, je dis bien, il instrumentalise cette armée pour à des fins de propagande, pour dicter et pour jouer sur la conscience, pour manipuler les masses aussi, si j'ose dire, une stratégie en anglais. Je l'ai traduit en français, une stratégie au chat noir, on dit. C'est-à-dire, voilà le candidat, on essaie de le mettre en lumière, on essaie d'innover et de vanter ses projets, en l'occurrence M. Tebboune. Alors, toutes celles et ceux qui se lancent pour une élection présidentielle, Mme Nezra, Mme Louisa Hannoun, M. Bengrena, M. Aouchiche, M. X, M. Y, M. Messoud, là, la messe est dite. Moi, je leur dis en arabe, merci. Soyez conscients que la messe est dite, que l'armée est derrière M. Tebboune.
Merci. Restez avec nous, Elias Jebaili. Dans un troisième temps, nous reviendrons. Vous parliez aussi peut-être d'endoctrinement, de propagande, de conditionnement. C'est aussi, encore une fois, une revue qui revient énormément sur la main étrangère, l'ennemi extérieur. C'est une presse qui est à la fois donc annoncée comme ça au sein de tous les médias, à la jeunesse, aux Algériens, aux Algériennes. Mais il y a toujours ces termes qui reviennent comme si l'Algérie était entourée d'ennemis et de mains extérieures, mains étrangères constantes. On va s'intéresser à un sujet maintenant qui est très important, c'est le quotidien des Algériens, un pays qui malheureusement importe tout. Pour vous dire, nos invités vont en parler dans quelques instants. La semaine dernière, on parlait de l'eau. Tout simplement, l'eau, les Algériens ont beaucoup de mal malheureusement à s'approvisionner, à avoir notamment de l'eau. On parlait aussi de cette grosse difficulté à la veille de cette journée, de cette période de l'Aïd el-Kbir, Inch'Allah, où les Algériens vraiment sont en train de vivre des difficultés, des moments de violence, d'angoisse, de stress, de blessés, de morts pour se procurer ce mouton de l'Aïd. C'est pour vous dire. Ici, on nous parle d'autosuffisance, notamment autour de l'agriculture. On va écouter le président algérien. Un peu avant et juste après son élection, il remettait justement en question ces terrains d'exploitation, ces chiffres qui étaient annoncés par la Hisaba notamment. Et quelques mois après, il conforte et il valide ces chiffres. On l'écoute et on décrypte avec nos invités. وصل وزير من الوزراء قال عندنا 27 مليون رأس، واحد يقول 23 مليون، واحد يقول بالتحكار لا ببري. أول مرة درنا جرد واش عندنا لقينا 17 مليون، هذا هو الرقم الرسمي. لما درنا جرد حقيقي في كل الولايات بالدرون، ما هي الأراضي المحروثة والأراضي الغير بور، وجدنا عمرنا ما حرثنا أكثر من 1,800,000 هكتار. 3 ملايين هذه خرافة كما حكاية جحا وحكاية الغول وحكاية قال مزارع نموذجية. واش عندي فيها المزارع النموذجية؟ ما فيها حتى شيء نموذجي. فيها انتاج، ومن يجي وقت الدلاع دير الدلاع ولا دير البطيخ ولا دير ما نعرف وراه النموذجي. واش شاعر اننا ما نشبعد بزاف على الاستقلال الغذائي نتاعنا، ما نشبعد. خصنا برك غير خطوات نديروها ونديروها بيقين، ما نديرهاش مرغم ولا نديرها لان قالوا لي ديرها، نتيقن وتشوف. ثم تلاحظوا راني في سنتين دروك، سنتين نادي بإنتاج الزيت المائدة، إنتاج السكر، رفع منتوجية المردودية تاع الحبوب إلى 40 قنطار في الكتار إلى آخره. هذه قبل هذه الأزمة تاع اليوكران. لو كان طبقت احنا ما نتأثروش بالأزمات هذه. إذن الإنسان اللي يبغي يمشي رافع راسه ويقول كلمته، لازم يضمن التغذية نتاعو. Elias Jebaili, je vais commencer par vous sur cette question. Alors l'actualité depuis 5 ans, nous on est vraiment dans les faits, dans le factuel. Des problèmes de légumineuses, des problèmes d'huile, de viande rouge, de viande blanche, des problèmes d'engrais, de semences, de graines, de pommes de terre, puisque le président lui-même est amené à parler dans des interviews notamment d'haricots ou de lentilles. L'autosuffisance, c'est quoi? C'est la sécurité, c'est la liberté, la vie digne, l'apaisement, l'indépendance. On voit ces moments de panique tout de même depuis maintenant des années, malgré les promesses. Et ici, on a une revue qui annonce effectivement une très bonne voie et un pays qui va atteindre l'autosuffisance dans les semaines à venir. C'est un autre monde. En fait, je vais essayer de tenir un discours cohérent et un discours vraiment cohérent. Et il ne faut pas que je tombe dans une vision populiste. Et j'assume ce que je dis. Aucune promesse n'a été tenue depuis l'élection de M. Tebboune au premier mandat. Aucune, je veux dire, promesse de grande envergure
qui fait office d'une campagne présidentielle n'a été tenue par ce président. Problème, quand on parle d'autosuffisance, autosuffisance alimentaire, parce que si vous avez votre souveraineté nationale et vous n'avez pas votre souveraineté économique, donc vous n'êtes pas souverain sur le plan national. C'est pas possible. S'il n'y a pas de développement politique et par ricochet le développement, une démocratie, vous ne pouvez pas avoir un développement ni social ni économique. Ça, c'est les grandes lignes. Quels sont les projets structurants qu'il s'est lancé? Nous voyons bien que pour acheter un mouton l'Algérien doit débourser une moyenne de 100 000 dinars, 10 millions de centimes, alors que le SMIC, le salaire minimal d'un Algérien est de 20 000 dinars. C'est ça la réalité. Comment, quand on parle que 17 millions, comment M. Tebboune arrive à nous faire avaler la pilule en disant que nous avons un cheptel de 17 millions? Ça veut dire qu'avant, on n'a pas mis en place la numérisation et maintenant, on arrive à avoir numérisé le nombre d'ovins qu'on a en Algérie. Il parle de 17 millions. Est-ce qu'on a une banque statistique de données? Nous ne l'avons pas. Sur le plan social, est-ce qu'il y a création d'emplois? Non. Au fait, il a creusé dans le déficit dans le budget pour mettre en place une allocation de chômage, que je suis d'accord, parce qu'on ne peut pas laisser un citoyen en dehors en dehors de la vie décente minimale. Sur les projets, il nous a parlé d'une ligne ferroviaire. Tindou-Béchar, est-ce que cette ligne elle a été réalisée? Tamanras, impossible. Il nous a parlé d'un projet Rarj-Bilet, que vous le vouliez ou non. Comment voulez-vous que ce projet soit viable? Il va polluer l'atmosphère. Il faut une ligne ferroviaire. Il n'est pas rentable. C'est juste pour dire, voilà, nous allons créer Rarj-Bilet. Il faut savoir que Rarj-Bilet, pour qu'il soit rentable, le seul accès, c'est l'Atlantique. Économiquement parlant, politiquement, je m'abstiens. Je dis économiquement, si vous voulez que ce projet doit avoir un accès vers la mer. Question de l'eau, la gestion de l'eau, la pluviométrie, elle est très faible en Algérie. Le stress hydrique, il est quasiment en dessous de la valeur mondiale. Il nous dit que la gestion de l'eau, on va essayer de résoudre ce problème. Il parle de dessalement de l'eau de mer. On ne peut pas dessaler de l'eau de mer parce que vous allez taper sur la biodiversité et sur l'environnement et sur la biomasse et sur les énergies vertes. La seule solution, il fallait, quand vous avez des pipelines, des tuyaux qui alimentent le nord en pétrole, donc qui montent du sud vers le nord, il fallait créer un autre pipeline en parallèle pour transporter l'eau douce qui se trouve dans le sud vers le nord. Il faut savoir que l'eau douce qui se trouve dans le sud de l'Algérie, c'est quasiment 2 fois le territoire français. Et lui, il nous parle de la gestion de l'eau. Est-ce que vous savez qu'il y a des familles qui, quand ils ouvrent le robinet, c'est une fois tous les 3 jours pour avoir une dizaine ou une quinzaine de litres? Où est ce projet? Où est ce projet? L'eau, c'est un facteur de stabilité politique dans le monde. On ne parle aussi à l'occasion de l'Eid al-Adha. Quand vous créez genre d'une aire de stockage, Bir Touta, mais c'est un comble, mes chers amis. Mais c'est un comble. Elle est où la dignité de l'humain algérien? Elle est où la dignité du citoyen algérien? Bir Touta, c'est des chaînes interminables pour acheter un mouton tel. Quand un peuple, quand on est un État autosuffisant, quand vous êtes doté de la puissance publique, quand la puissance publique, vous la mettez au service du peuple, quand votre gestion, elle est planifiée, quand votre feuille de route, elle est faite, quand vous avez une vision économique, vous ne laissez pas le peuple faire la chaîne pour un sac de semoule ou pour du sucre ou ceci. La spéculation, elle est grandiose en Algérie. La corruption, elle est présente. Et le citoyen algérien, on va lui dire, le deuxième mandat, votez pour Tebboune parce qu'il y avait des projets structurants. Parce que
Je reviens à vous, il y aura une deuxième partie voilà, donc, au niveau de cette question. En tout cas, alors, je reviens à vous, Ilyas Djebali. Je ne sais pas si vous m'entendez, Ilyas Djebali. Vous m'entendez ou pas? Oui, tout à fait. Je reviens à vous, il nous reste encore du temps. On va approfondir cette question. On va essayer de comprendre dans un instant pourquoi ces promesses n'arrivent pas à bout. Est-ce que c'est un manque aussi de projets politiques, de projets économiques? Hamid Lelou, d'abord l'autosuffisance, on vend encore du rêve. Il a même apparemment, en tout cas, il a été annoncé un projet d'implantation de la plus grande ferme de production, notamment de lait au monde, par exemple. Quand on vous parle d'autosuffisance, en Algérie, après toutes ces années, vous nous dites, Hamid Lelou? Hkayet Jaha, qui continue. Il vient de le dire, c'est Tebboune. Hkayet Jaha qui continue, ça n'a pas changé. Je répondrai à cette question et au quotidien des Algériens, mais j'aimerais apporter un petit bémol à ce que mon ami Ilyas vient de dire par rapport à sa certitude que Tebboune sera élu. Oui, c'est vrai, dans la logique de la politique algérienne, jusqu'à ce jour, ça marche comme ça. Mais en tant qu'analyste, il faut observer les choses. Il y a ce qu'on appelle pattern, il y a une modalité. Et j'ai observé que ce régime, depuis 4-5 ans, il a changé sa manière de communiquer, de faire les choses. Dans la stratégie militaire, en opérationnel, on appelle ça la tromperie. C'est-à-dire, on trompe l'ennemi. On lui fait croire qu'on fait quelque chose, qu'on avance nos armées à gauche, qui est visible, et que vraiment on va attaquer du côté droit. Ça s'appelle la tromperie, deception en anglais. Et je pense qu'ils sont en train d'utiliser ça. Ceci dit, on verra après le 7 septembre si c'est tromperie ou si vraiment ils sont en train de soutenir Tebboune. Dans un cas ou dans un autre, ce sera le candidat du système qui va passer, à moins que le peuple se soulève de manière efficace et non violente. Maintenant, le quotidien des Algériens. Le quotidien des Algériens, moi, contrairement à Ilyas, je ne vais pas faire d'analyse économique, ce n'est pas mon domaine, c'est le sien. Je vais faire une analyse socio-économique ou bien purement sociale. Dans le monde social, on appelle ça la violence structurelle. La violence structurelle, c'est une violence qui est imposée par un système politique ou par un pouvoir sur le peuple pour lequel ils font croire que les pénuries sont normales. C'est la normalisation des pénuries. Ilyas, il vient de dire maintenant ils sont contents, ils ont l'eau tous les trois jours. Avant, l'eau était coupée une semaine, une fois par semaine. Vous voyez, ils veulent faire croire aux gens qu'il y a quelque chose, qu'il y a du progrès. Le Weli qui sort et il se tague, il dit, voyez-vous, maintenant on a l'eau tous les 3 jours, alors que l'eau devrait être 24 heures. C'est un droit humain basique pour un État qui se dit une force importante. Et pour ça, Ilyas aussi, il a parlé de problèmes avec les moutons, toutes les violences dans les stades, etc. Il veut nous faire croire que le peuple est violent. Il veut nous faire croire que le peuple mérite d'avoir ça. C'est comme ça qu'il marche. Mais au fait, ça, c'est une réaction normale chez tous les peuples qui vivent sous oppression. Et on appelle ça la résistance de tous les jours. C'est quoi la résistance de tous les jours? Eh bien, je résiste. Je ne suis pas d'accord avec le régime, mais il faut que je mange. Donc, je suis dans un mode de survie. Survival mode. Et pour ça, il faut que je contourne le système, que j'utilise le système de manière à ce que je survive en attendant de pouvoir faire cette révolution. Donc, tous ces éléments me font croire ou me font penser que réellement cette date du 7 septembre est une date charnière qui pourrait être un tournant positif ou bien négatif à l'Algérie. C'est un cas ou l'autre. Ou bien ce sera la fête nationale pour ce régime corrompu qui va continuer encore 5 ans de plus, ou bien ça va être la fête pour le peuple qui va se révolter et qui va imposer le changement. Et je vais clôturer par ça. Quand il dit que nous aimons notre armée, il n'y a aucun doute là-dessus. Le peuple algérien aime l'armée, il n'y a pas de problème. Sauf qu'il faut faire très attention. Nous avons deux types d'armées. Nous avons une armée opérationnelle, professionnelle, apolitique, apolitisée,
qui craint la politique, qui ne veut rien avoir avec la politique. Et nous avons l'armée, les militaires politiques qui, eux, passent le plus clair de leur temps dans les salons, dans les fêtes et à la télévision et à faire du business. Et pour preuve, tous les officiers supérieurs qui ont été arrêtés, qui ont été condamnés, qui ont pris la fuite sont des officiers politiques. C'est des officiers qui ont eu le grade de généraux, mais qui n'ont jamais réussi à mobiliser qui que ce soit. D'ailleurs, ils se font traîner dans la boue quand ils tombent et il n'y a aucun militaire qui vient les soutenir. Alors que les officiers opérationnels, ce sont les gens qui sont sur les commandes. Avez-vous, moi je vous pose une question à vous et à Sej Bailey, est-ce que vous avez entendu parler d'un commandant d'une brigade à la tête de 10 000 hommes ou d'une division à la tête de 25 000 hommes qui était mis en prison? Jamais, parce que ceux-là ne s'occupent pas des affaires, ne s'occupent pas de l'argent. Ils font leur travail, après ils partent à la retraite. Et on n'entend jamais parler d'eux. Et ceux qui sont en prison, ce sont les politiques. Voilà. Lies, merci Hamid Lelou. Restez avec nous. Lies Jebali, dans la continuité de la première partie, on a compris qu'il y avait tant de promesses. On le voit tout au long de l'année, il suffit que de taper des images sur les approvisionnements en eau ou en denrées alimentaires de première nécessité ou en lait. On voit aujourd'hui des chaînes en Algérie pour des pochettes de lait. La revue aussi Adjis qui revient sur le positionnement économique du président Tebboune, et il le cite à nouveau, je vais citer le président: « Je me suis engagé à développer de plus en plus l'économie et les signes de ce développement ont commencé à se manifester, comme donc le reconnaissent toutes les instances régionales, internationales, au point où notre économie occupe la 3e place en Afrique, avant d'ajouter, je n'apprends rien à personne, que l'année 2027 sera décisive pour l'année économique, un pays émergent. » Et puis, on nous parle aussi de ce décollage économique maintenant qui doit arriver depuis plusieurs années. Comment vous expliquez sur notamment cette autosuffisance qui est la liberté, la sécurité des Algériens, ne pas être en panique pour nourrir sa famille ou faire face à des moments de bonheur et de partage comme cette période de l'Aïd? C'est quoi? C'est un système défaillant, un manque de politique intérieure, un manque de légitimité. C'est vrai qu'on ne voit pas de gouvernance depuis des mois et des années. On ne sait même pas où est le ministre de l'économie, du commerce. Monsieur Zitouni qui a totalement disparu des radars. En fait, justement, avant de rebondir par rapport à votre question, je voulais répondre à Hamid pour lui dire, non seulement j'ai fait une analyse économique, mais si je me permets, je vais l'appuyer par une analyse socio-économique ou sociopolitique. Dans les démocraties modernes, dans les États qui se construisent de façon légitime, ils mettent toujours à faire attention à ce qu'on appelle la maltraitance institutionnelle. C'est quoi la maltraitance institutionnelle? C'est que le régime, le pouvoir algérien, il est en train d'utiliser, dénaturer les institutions algériennes pour maltraiter indirectement son peuple. Je m'explique comment. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est un grand sociologue qui est en politique qui s'appelle Chapon-Clouzet qui dit que la maltraitance institutionnelle se produit par carence, par négligence ou par insuffisance. C'est-à-dire, vous avez les ressources disponibles, mais les ressources disponibles que votre État, que votre nation, que votre terre produit, n'arrive pas à nourrir ou à subvenir aux besoins de la société. Eh bien, la même chose que chez nous. L'Algérie est un pays immensément riche, avec des potentialités riches. Mais ces ressources ne sont pas orientées, ne sont pas ciblées vers les populations les plus vulnérables. C'est ça la question. Parce que la majorité de la classe moyenne en Algérie, quasiment, elle frôle le seuil, pas de pauvreté, mais quasiment un petit peu au-dessus de seuil de pauvreté. Pourquoi? Parce que le SMIC, il est très faible. Et l'inflation, elle est de 9-10%. Vous avez la dévaluation rampante du dinar. Et vous avez aussi que l'Algérie n'a pas encore mis en place les mécanismes internationaux pour mettre fin à cette inflation galopante. On n'est pas dans une économie de marché, on n'arrive à pas subvenir aux besoins de notre société.
quand ils disent que l'économie, c'est le troisième, c'est l'une des économies les plus florissantes d'Afrique. Mais au fait, vous pouvez avoir de l'argent. Mais cet argent, si vous n'arrivez pas à créer des usines, des hôpitaux, de fructifier votre argent pour le besoin du peuple, c'est comme si vous êtes un pays pauvre. On prend deux pays, la France et l'Italie. La France est un pays riche, mais la population, elle n'est pas si riche que ça. L'Italie, la nation, l'État italien est pas pauvre, moyen, mais les Italiens sont riches, surtout ceux du Nord. Donc ça ne veut rien dire entre le peuple et la nation. Tebboune, il parle d'économie. L'économie, il a dit, nous avons produit. Nous avons une économie florissante. Nous avons. C'est pour ça que je vous pose cette question, Lias Djebali, c'est pour ça que je vous pose cette question un peu sur cette politique, ce projet économique, parce que tout le monde le dit, l'Algérie est un pays riche à tous les niveaux. Le sol, le soleil, il y a les terres, enfin on peut en citer, en soi c'est un pays continent qui pourrait apporter énormément de richesses. L'homme, la femme, des richesses, des ingénieurs, des médecins, enfin il y a plusieurs compétences et richesses. Qu'est-ce qui est vraiment en deux petites minutes et on va redonner la parole à Hamid Lelou sur ce projet économique, ce décollage qui n'arrive pas apparemment puisque les Algériens sont confrontés à des difficultés tous les jours. Oui, mais c'est parce que la défaillance, elle vient de l'État. Elle vient de l'État. C'est-à-dire, l'État, il est défaillant, c'est parce que sa gestion est défaillante, c'est parce que ses institutions, elles sont figées, elles sont restées figées dans les années 70. Il n'y a pas une vision qui est claire. Il n'y a pas une vision économique, il n'y a pas une vision sociale. Nous parlons d'une démographie en 2050. Le peuple algérien, nous allons avoir entre 50 et 60 millions d'habitants. Est-ce que nous avons pensé comment faire évoluer nos institutions? Est-ce que nous avons pensé comment faire évoluer notre économie? On n'a pas d'économie. Arrêtez de nous dire nous avons économie. Arrêtez de nous dire on a une économie de marché. On n'a ni économie de marché. On a une petite économie. On a une économie, ce qu'on appelle une économie rentière, qui, en fait, l'Algérie, elle s'appuie sur deux béquilles, sur le pétrole et le gaz. Vous enlevez les béquilles, et ben l'État algérien s'effondre. S'effondre, c'est ça ce qu'il faut savoir. Parce qu'on dit peut-être l'agriculture, elle peut venir en appoint pour le pétrole. Mais est-ce qu'on a mis en place des fermes pilotes? La révolution agraire, c'est un échec cuisant, ça n'a jamais marché. Parce qu'en Algérie, on n'a jamais fait confiance en l'humain, on n'a jamais investi sur l'humain, on n'a jamais investi sur les citoyens algériens. Parce que l'humain, c'est le flux humain, la ressource humaine, c'est le critère important pour un Algérien. Pourquoi un paysan algérien, on ne le forme pas? On ne lui donne pas des prêts bancaires, on lui a dit lance-toi dans l'agriculture. Qu'est-ce qu'on fait en Algérie? On dénature le foncier, c'est-à-dire les terres agricoles qui deviennent du foncier industriel et on partage le foncier. C'est ça. Vous avez la mafia du foncier industriel qui n'a pas libéré les terres, vous avez la mafia de la spéculation, vous avez la mafia du stockage et le peuple, c'est lui qui en pâtit. Donc c'est très complexe cette équation pour faire décoller une économie dans une société, dans un état complètement figé, glacial, quoi. Hamid Lelou est avec nous. Pareil, peut-être avoir y a-t-il une vision économique sur du moyen, du long terme? On a un chef d'État qui, maintenant, depuis quelque temps, se projette 2026, doubler le PIB, on en a longuement parlé en 2027, mais ce sont des exemples qui peut-être démontrent qu'il n'y a peut-être pas une réelle vision. Vous nous parlez, vous êtes spécialisé en diplomatie aussi, vous nous parlez souvent de cette diplomatie qui navigue à vue. Est-ce que, d'un point de vue économique, sociétal aussi, est-ce que c'est un pays aujourd'hui qui est en échec total sur un peu ses perspectives, malgré ses annonces, notamment lorsque le président Tebboune est arrivé au pouvoir? Alors, je vais piétiner un petit peu sur les pattes-bandes de mon ami Elias sur le terrain économique. Ce que je veux dire, j'ai 5 points pour expliquer un petit peu l'état d'esprit de cette économie algérienne où ils annoncent les 400 milliards de dollars de PIB. Ils gonflent les chiffres. C'est la seule source. Il n'y a aucune source indépendante pour confirmer ou infirmer leurs chiffres.
Des fois, la Banque centrale dit vous n'êtes un peu trop loin de la réalité, les chiffres au fait sont comme ci, comme ça. Mais en général, personne ne les contredit parce qu'ils contrôlent l'information. 2, il y a le gaz de schiste. Avec le gaz de schiste, l'Algérie est le premier pays qui a des réserves de gaz au monde, plus que le Qatar. Et le gaz de schiste, s'il est exploité, ça va gonfler la production et par conséquent gonfler les ventes, par conséquent gonfler les revenus. Et là, il compte là-dessus, indépendamment du fait que c'est une technologie qu'on ne maîtrise pas et qui peut avoir des répercussions environnementales. Dans mon ami Lias avait mentionné sur Al-Jbilat, le gaz de schiste va aussi aggraver la situation hydrique en Algérie, l'eau, parce qu'il faut utiliser l'eau potable. Troisièmement, il y a des prévisions qui ont été faites par Bloomberg et la Banque mondiale, le FMI, sur la montée des prix à l'international. Donc, les prix d'ici 2024 vont augmenter, le prix du baril et du gaz. Quatrièmement, on va bientôt ressentir les effets négatifs et néfastes de la guerre Russie-Ukraine. Jusqu'à ce jour, les effets, quand il y a une guerre, ce n'est pas immédiat, ça prend du temps. Donc, d'ici 2024, ça sera à peu près 4-5 ans après la guerre, donc on va ressentir ces effets. Donc, il y aura une demande plus importante sur la matière première et donc les prix vont monter. Et puis, parce qu'il y a une demande qui est forte, donc c'est l'offre et la demande. Et ça, c'est Lias, il peut nous l'expliquer plus tard peut-être. Il y aura plus de demandes que d'offres et par conséquent, les prix vont être montés et par conséquent, ces 400 milliards de dollars avec le gonflage, ça va les aider. Ils peuvent même dépasser les 400 milliards de dollars et qui c'est qui va venir les contredire. Voilà. Maintenant, l'échec… Pour la vision générale. Allez-y, Hamid Lelou, juste un mot sur cette vision économiquement parlant aussi, et je voudrais qu'on passe à un deuxième point avant de se quitter. Pour vous, c'est donc un gouvernement, tant bien qu'il en existe un, pas de vision économique, pas de vision de développement, pas de vision de décollage? Écoutez, j'ai l'occasion de discuter avec des économistes algériens, dont ceux qui ont fait partie des différents gouvernements algériens. La vision, elle est, je pense, parmi les gens qui sont compétents, mais on ne les écoute pas. Croyez-moi, j'ai parlé avec des anciens ministres, avec des hauts cadres dans l'administration algérienne, mais Allah ghalab, ce n'est pas eux qui décident. Comme je disais, c'est ni eux, ni Tebboune, ni rien du tout. Il y a des gens qui décident de la politique générale et après, les autres techniciens travaillent sur l'aspect technique, les détails. Mais les détails, si vous n'avez pas le pouvoir de décision, vous ne pourrez pas réussir. Et du coup, je rejoins mon ami Elias, c'est une politique de rafistolage. C'est à la va-vite, c'est toujours essayer de régler le problème à la va-vite, comme le Wali de Tiaret qui dit « Nous allons régler le problème qui aurait dû être réglé il y a 8-10 ans, on va le faire en 8 mois. » Mais de qui se moque-t-on? C'est quoi ce genre de Wali? Et même en 3 semaines pour le président algérien. On va écouter, je reviens à vous dans un instant, il nous reste quelques petites minutes. On va écouter le chef d'état-major ici, Saïd Chengriha, qui revient notamment sur les menaces extérieures. Et là, il prend pour compte notamment les réseaux sociaux qui font partie de ce monde maintenant depuis plusieurs années. Faut-il pas les accompagner, les prendre en compte que de créer peut-être des peurs et des craintes envers les utilisateurs? بكل وسائطه خاصة منصات التواصل الاجتماعي أدوات ووسائل أساسية في استراتيجيات صناعة عدم الاستقرار التي تحاول استهداف الهوية الثقافية والحضارية للأمة وتعمل على إعاقة مسار بناء مستقبلها من خلال طمس الهوية الوطنية وتشويه التاريخ ونشر المعلومات المضللة والتشكيك في الرموز الوطنية.
De tout temps maintenant, depuis plusieurs décennies, c'est un pays qui évoque énormément l'ennemi extérieur, les dangers, des menaces. Un pays qui est en guerre. On aurait pu vous diffuser cette vidéo où depuis 1962, on a vu des représentants, des ministres, des présidents, des chefs d'état-major évoquer toujours est-ce que c'est réellement un danger, Ilyes Djebali, ou est-ce que derrière ça, on n'a pas envie, encore une fois, peut-être de créer des peurs, de générer, de divertir le peuple dans ce sens malheureux que de lui permettre de se développer dans un autre sens en termes de culture, de science, entre autres, de littérature? En fait, malheureusement, on veut cantonner le peuple. Malheureusement, je dis malheureusement, c'est ça, c'est la réalité. Il faut dire les choses de façon un peu apaisée. On veut que ce régime, ce pouvoir, depuis des années, hein, il n'y a pas que depuis Tebboune, c'est depuis des années, des décennies. La seule carte qui marche pour le régime, c'est comment il arrive à cantonner le peuple algérien, le dénaturer, le dévier de sa vraie revendication à la construction d'un État démocratique, là où il jouit de ses propres libertés, de le faire cantonner et de le réduire, pour ce terme-là, peut-être un peu fort de ma part, de réduire le citoyen algérien à un lambda, un tube digestif ambulant à la recherche de la baguette du pain du soir, à la recherche du sachet du lait le matin, à la recherche de l'Eid pour le rite religieux, tout simplement. C'est ça la réalité. On nous invente des théories de complot, des théories conspirationnistes. On a parlé des feux de Kabylie qui ont été la main de l'étranger. On a parlé du deuxième Hirak, c'est de l'étranger, la main étrangère. On a dit qu'une certaine diaspora manipulée par les étrangers. Tout ça, on veut brandir la carte de la peur, c'est faire peur. En fait, on joue à la fois par rapport au ventre, parce que c'est vrai, je suis d'accord avec Hamid, de temps en temps, peut-être les spéculateurs, ces spéculateurs d'origine oligarchique qui soutiennent aussi le régime pour spéculer, pour décider à tout moment de créer la punérie, pour qu'on voit tout le monde la ruer vers la semoule, la ruer vers le lait. Mais finalement, est-ce que le peuple algérien est si affamé que ça? Non, le peuple algérien n'est pas sorti pour le ventre. Le peuple Chab el-Jazeli, il est sorti pour construire un état de droit. La revendication principale depuis des décennies, c'est une revendication purement politique. Oui, certes, elle peut être une revendication économique, sociale, identitaire, et je comprends, parce qu'une revendication politique, c'est une revendication globale, mais notre vraie revendication, c'est changer ce régime. Nous ne voulons pas un régime militaire, c'est le changer de façon progressive, de façon pacifique, et de remettre, je dis bien remettre la souveraineté au peuple. À quoi bon cette indépendance chèrement acquise par le sang des Chouhada, quand on voit 44 millions d'Algériens qui souffrent? Je dis qui souffrent, et ce n'est pas quelque chose de populiste, mais c'est la réalité des choses. Merci. On va écouter un nouvel extrait du chef d'état-major. Vous allez voir aussi qu'il s'exprime un peu comme un chef d'État. Certains observateurs parlent même d'une expression, d'un champ lexical, d'un ton, comme s'il était homme politique de la nation. لزاما علينا تبني أساليب مجابهة جديدة ومقاربة وطنية منسجمة تشمل إلى جانب استغلال الوسائل والقدرات العسكرية تعبئة كافة قدراتنا الوطنية في إطار استراتيجية وطنية متكاملة تواكب التطورات الراهنة وتعزز التلاحم الوطني وتحافظ على الهوية الوطنية الجامعة وتعمل على نقلها للأجيال القادمة في وعاء جديد. Et très rapidement, regardez, Ilyes Djebali parlait notamment de ses ennemis, notamment le MAC, notamment Rachad, entre autres, le Maroc. Enfin, ils sont plusieurs, mais là, sur notamment un plateau télé, voilà, des observateurs, journalistes qui évoquent les difficultés du football algérien et comme responsable, il s'agit de Rachad ici.
كشفت مصادر قناة زاير تيوب أن حركة رشاد التي كانت وراء الحملة القذرة والشرسة ضد الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وأرادت ضرب استقرار الفاف من أجل زعزعة استقرار البلاد، واستغلت حركة رشاد مرحلة الفراغ التي مر بها المنتخب الوطني حتى تنشر سمومها، لكن رجال الجزائر تفطنوا لهم وكانوا بالمرصاد ووضعوا مصلحة البلاد والعباد فوق كل اعتبار. وفوز الخضر اليوم جاء في وقته ليعيد المنتخب إلى السكة الصحيحة وأن يسكت Des vidéos que vous retrouverez certainement ce soir dans El Umq et puis juste derrière avec Lotfi Double Canon. Une réaction sur ce que vous venez d'entendre avant de se quitter. Hamid Lelou de tout temps, c'est un pays qui génère peut-être, qui souhaite générer des peurs et peut-être qu'en fait que tout ce qui n'est pas contrôlé par le pouvoir est classé, qualifié comme terreur, ennemi extérieur, comme terroriste. Je me demande s'il faut en rire ou pleurer. Honnêtement, ça me fait vraiment mal au cœur. Pourvu que Rachid continue sa propagande comme ça va encourager les joueurs algériens à gagner plus de matchs. Mais n'importe quoi, c'est vraiment ridicule. Vite fait, rapidement, s'il vous plaît, oui. Du régime, les régimes autoritaires. 1, ils font peur. 2, ils mentent. 3, ils contrecarrer la propagande pour contrôler le narratif et la version officielle de la chose. Et enfin, Chengriha qui se comporte comme président ou présidentiable, je l'avais annoncé il y a quelques mois déjà sur ma page Facebook, et ça ne m'étonnerait pas qu'il soit au fait leur homme candidat de cette tromperie, peut-être. Et enfin, un appel solennel au boycott actif. Boycott actif de cette mascarade électorale. Pas l'abstention, mais le boycott actif. C'est deux choses différentes. Merci. Vous étiez en train de parler du chef d'état-major en tant que candidat, je crois, mais il est un peu âgé. Non, c'est une boutade. Merci à tous les deux, vraiment. Vraiment, merci infiniment. Merci Ilyas Jebali. Merci Hamid Lelou. L'équipe en régie, merci infiniment. Dans quelques instants, Jamaldine Benchenouf pour l'édito, juste derrière El Umq avec Jamaldine Taleb. Et puis, c'est Lotfi Double Canon que vous retrouvez ce soir. Merci. Et demain soir, vous aurez le plaisir de retrouver Nasser Joudi, normalement. Bonne soirée.